Bonjour et bienvenue à la Cité de l'Architecture. On est heureux d'accueillir Alain Bublex avec Luc Baboulet et Jean-François Coulet. Quelques mots de présentation rapide et puis je leur passerai rapidement, vite la parole à nos invités. Alain Bublex était designer automobile au départ, mais dès 1985, il a imaginé travailler sur le projet d'une ville dont il nous parlera. Il est difficile de résumer son travail en un mot, je ne le ferai pas, mais je voudrais juste reprendre un propos, une phrase de vous. Je ne produis ni dessin, ni photographie, vidéo ou installation, mais des projets. Les objets que je produis sont des conséquences. Donc en fait, c'est une œuvre multiple, multiforme, dont on verra ici différentes apparitions. Depuis 1992, de nombreuses expositions ont été présentées en France et à l'étranger, et en fait, de designer industriel, Alain Bublex est devenu artiste. Il a participé à de nombreuses expositions, comme La Force de l'Art au Grand Palais en 2009, une exposition au Centre de création contemporaine de Tours, au Centre Pompidou, au MACVAL à Vitry-sur-Seine, au Musée d'art moderne et contemporain de Genève, le MAMCO. Parmi les expositions récentes, on peut citer celle du Musée d'architecture de Moscou, une exposition au FRAC Languedoc-Roussillon, à l'École des Beaux-Arts de Rouen, au FRAC Basse-Normandie, tout ça pour le 2013. On peut voir une œuvre aussi, une commande publique à la Maison des Métallos à Paris. Alain Bublex est représenté par la galerie Georges Philippe et Nathalie Voilois, donc je vous renvoie à leur site pour avoir de plus amples informations. Je souhaite quand même parler d'une exposition, évoquer une exposition qui sera visible en mai à la galerie, justement, Portrait de trois quarts, où Alain Bublex sera à la fois le commissaire et le scénographe de l'exposition, où seront présentées certaines de ses œuvres et aussi des œuvres d'autres artistes de la galerie. On peut voir aussi cette année au Musée d'art contemporain de Lyon Moto Poétique, une exposition dont le commissariat est assuré par Paul Ardenne. Et Alain Bublex sera présent à l'exposition Une histoire, art, architecture, design des années 80 à nos jours, au Centre Pompidou en 2014-2015. Ces travaux se trouvent dans de très nombreuses collections publiques, FNAC, au MACVAL, au Musée d'art moderne de la ville de Paris, à la Maison européenne de la photographie, au Centre Pompidou, etc. On a beaucoup écrit sur son travail, mais le texte qu'avait écrit Luc Baboulet était peut-être l'un des textes les plus fondateurs, un texte qui avait été écrit en 2001 aux éditions Ecocar et qui a été repris pour la très belle monographie qui est parue en 2010 chez Flammarion et qui est un ouvrage qui rassemble aussi les écrits d'autres écrivains, Jean-Yves Joannet, Bastien Gallet. Et c'est un ouvrage donc, que je vous recommande pour rentrer complètement dans le travail de Alain Bublex. Un ouvrage doit paraître aussi il est paru ou il est toujours à paraître. Donc c'est un ouvrage de Bastien Gallet aux éditions des presses universitaires de Caen, Contribution. Donc il devrait paraître prochainement. Luc Baboulet est architecte. Il enseigne à l'école d'architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée. Il est chercheur à l'OCS, laboratoire de recherche de l'école de Marne-la-Vallée, l'observatoire de la condition suburbaine. Il est responsable scientifique de ce laboratoire. Il a mené une recherche sur l'identification du territoire de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Il est surtout chercheur.
Et enseignant, il a été le commissaire de l'exposition au pavillon de l'Arsenal, le Paris des Maisons, en 2004, avec la publication d'un catalogue. Il a contribué à la publication, à la traduction de 2 ouvrages de Rainer Banham, Los Angeles, il y a environ 5 ou 6 ans, et l'architecture de l'environnement bien tempéré, qui était un ouvrage de 1969, qui est paru donc avec une traduction française et une introduction de Luc Maboulet en 2011. Jean-François Coulet est géographe, lui, de formation. Il est chercheur à l'IPROS, l'Institut parisien de recherche architecture, urbanisme et société, à l'école d'architecture de Belleville. Il fait partie aussi de l'équipe d'Antoine Grimbach pour la consultation internationale du Grand Paris. Il a consacré sa thèse de doctorat soutenue à l'École des hautes études en sciences sociales aux images virtuelles et horizons du regard. Et c'était une recherche sur l'expérience des visibilités calculées dans l'histoire des représentations urbaines et géographiques. Il a collaboré depuis 1996 à de nombreux programmes de recherche liés à ces questions en France et à l'étranger. Il enseigne depuis 2012 à l'École d'architecture de Versailles. Il a été de 2005 à 2012 le responsable du pôle de recherche Ville et Territoire à l'Institut Images de l'École nationale supérieure des arts et métiers Paris-Tech au centre de Cluny. Outre sa participation comme chercheur à de nombreux colloques et séminaires, il a aussi proposé des expositions, des spectacles, des films et des CD-ROM. Et vous avez aussi été responsable de l'édition de logiciels de CAO et d'images de synthèse. Voilà, donc un parcours dense et riche. Je vous laisse la parole. Merci. Donc j'ai choisi de vous accueillir ce soir avec un film qui est une des dernières pièces que j'ai réalisées sur le projet de Bluescap, qui était en fait le premier projet sur lequel j'ai travaillé et qui a été l'objet de ma première exposition en 92. Le film, c'est un lent travelling dans la ville imaginaire de Bluescap, et c'est un collage en fait de séquences de repérage que j'ai tournées en 94. Donc il y a une quinzaine d'années qui séparent en fait le tournage des images et leur montage comme film. C'est un film qui n'a pas de fin en réalité. Qui n'a pas de fin, si, il a un début et une fin, mais il dure 90 minutes, donc on le voit assez rarement du début à la fin finalement. Je vais donc maintenant vous parler assez brièvement, j'espère assez brièvement du projet de Bluescap pour le remettre en mémoire d'une certaine manière, parce que c'est une chose qui, même pour moi, est maintenant assez ancienne. Bluescap, c'est un projet qui démarre un peu par chance ou par inadvertance, avec un petit dessin c'est pas celui-là, mais qui lui ressemblait beaucoup, qui représente un immeuble par son ombre portée. C'est un dessin qui avait été fait par un ami en téléphonant juste dans le coin d'une assez grande surface blanche qui protégeait un bureau. Quand j'ai vu cette ombre, en fait, je pensais que je pouvais en dessiner d'autres à côté, en fait, et pour compléter le début de ce bâtiment. Et le fait que je dessine sur ce dessin-là a incité cet ami à lui-même poursuivre aussi les dessins, et de fil en aiguille, l'un et l'autre, dans une espèce de jeu et de concurrence, comme ça, on a fini par accumuler les bâtiments et à comprendre qu'on dessinait le quartier d'une ville. On n'avait absolument aucune idée de l'échelle à laquelle on dessinait, mais progressivement, une règle du jeu s'était établie. La ville qui était représentée par ce dessin devait être quelconque, c'est-à-dire ni grande ni petite, et finalement peu localisée, mais jamais exceptionnelle. C'était d'une certaine manière la difficulté, c'est-à-dire d'inventer quelque chose par analogie au premier bâtiment dessiné, de l'inventer, mais de jamais dépasser le possible. Donc ce schéma représente la première page avec la croissance de ce dessin qui était une croissance très empirique en fait, juste par analogie. Chaque bloc était dessiné après le précédent, et la morphologie de la ville
s'est faite sur plusieurs années. C'est-à-dire que c'est un dessin qui avait une croissance très irrégulière. Nous étions tous les deux designers chez Renault à ce moment-là. Et donc on occupait plutôt nos temps libres, le temps entre deux projets, les départs en vacances, les retours, ces moments comme ça dans une activité salariée où le travail est moins prégnant et où on a un peu de disponibilité pour autre chose, on les dépensait dans ce schéma. Donc en fait, ce dessin nous a occupés, enfin, c'est étendu sur un temps de 5 années à peu près. Voilà, ça c'est l'échelle du dessin. On voit le niveau de précision, donc c'est dessiné au stylo feutre et au stylo bille. L'idée était que ça soit à la fois précis, détaillé et en même temps pas planifié. Donc on voit que c'est une ville nord-américaine. C'était à cette époque-là, donc milieu des années 80, début des années 90, l'idée d'une ville américaine était vraiment la ville quelconque. En fait, on n'avait pas encore conscience de la croissance des grandes villes asiatiques. Koulas n'avait pas encore écrit la ville générique, SMLXL n'était pas sorti, et donc l'idée d'une ville qui soit n'importe où était plutôt de l'autre côté de l'Atlantique que de l'autre côté de l'Oural. Donc c'était une ville nord-américaine. On peut reconnaître dans certains détails un musée d'art contemporain, des sièges de grandes banques, etc. Mais il y a des proximités qui sont finalement pas tellement réalistes. On voit aussi qu'elle était croisée en termes d'univers entre des villes européennes dans la partie en haut à gauche de l'image et puis toute la partie basse évidemment qui a l'air vraiment d'une ville nord-américaine. On a dessiné, on a continué à progresser de cette manière-là jusqu'à ce que le dessin atteigne à peu près cette dimension, je crois autour de 3-4 mètres par 2, et qui était une dimension critique parce qu'il devenait difficile en fait d'assembler les différentes planches qui le composaient dans un espace normal, un bureau ou une pièce d'un appartement. Et cette difficulté à assembler les planches nous a fait penser qu'on avait, au lieu de dessiner une ville quelconque, banale, petite, enfin normale, disons, qu'on avait dessiné une mégapole, en fait, qui a été plus grande que l'espace disponible. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à essayer de comprendre à quelle échelle on dessinait, et pas avant. Donc on a comparé les blocs qu'on avait dessinés avec des plans d'Amérique du Nord. Et l'échelle finale du dessin, en fait, est le petit rectangle gris dans la surface orange. Donc le rectangle gris, c'est ce qu'on a dessiné, et en orange Chicago, en beige New York, et même une ville quelconque comme Philadelphie ou Baltimore, donc bleu clair, bleu foncé, représentait des surfaces beaucoup plus étendues que ce qu'on avait, que ce à quoi on était arrivé. Donc on a réalisé à ce moment-là que dessiner une ville banale, à l'échelle à laquelle on a dessiné, représentait une surface de 20 mètres par 20 mètres. Mais dès lors que nous le savions, il était devenu impossible pour nous de continuer à dessiner sans plan d'ensemble d'une certaine manière, ou en tout cas sans géographie déterminée. Quelle serait la largeur d'un fleuve, la surface d'une île, la longueur d'une côte, etc. pour que ça continue à être réaliste, alors que tout d'un coup on sait que qu'il faut aller jusqu'au bout de la salle, et même 2 fois le bout de la salle pour compléter ce dessin. Il nous a donc paru assez naturel de rechercher un site qui soit disponible, c'est-à-dire un site sur lequel il n'y ait pas de ville, mais dont la côte, la morphologie ressemble à ce qu'on avait dessiné. Donc par chance, on a trouvé en promenant un calque à la même échelle. Évidemment, c'était à la fin des années 80, un peu avant Google Maps et Google View, etc. Donc on n'avait que des cartes papier, et en promenant un calque à une échelle comparable, on a recherché des sites qui coïncidaient. Un site a retenu notre attention, donc tout à fait au nord-est des États-Unis, du côté canadien de la frontière, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça faisait de cette ville nord-américaine une ville canadienne qui nous semblait de fait être plus quelconque qu'une ville américaine, qui portait avec elle le poids des États-Unis dans la culture mondiale à ce moment-là. Être une ville canadienne était une seconde ville d'une certaine manière, une ville plus modeste un petit peu, et ça nous paraissait plus juste avec ce qu'on avait dessiné. Mais ce qui nous a véritablement décidé, parce qu'il y avait d'autres sites au Canada, c'est que placés là, les ombres qu'on avait dessinées représentaient une ville en fin d'après-midi. Il nous semblait quand même vachement plus cool de dessiner une ville en fin d'après-midi plutôt qu'à 10h du matin ou quelque chose comme ça. Donc c'était un peu la décision. Donc voilà le site, on voit comment le dessin s'accorde à peu près, pas aussi exactement qu'on l'imagine peut-être, mais à peu près à la morphologie de la côte. Donc il y a une île, effectivement, il y a une baie, il y a un fleuve qui part à partir de l'île, est
dans l'estuaire d'un fleuve, et il y a un cap placé correctement, et tout semblait à peu près coïncider. Donc cette disposition-là nous donnait en fait la géographie que nous allions devoir suivre pour ce dessin. Du coup, on n'avait plus de choix à faire, et on n'avait plus qu'à remplir cette surface disponible. Et c'est en se plaçant sur ce site qu'on a réalisé que le site lui-même avait une histoire. Que évidemment des événements s'étaient déroulés là depuis pour ce qui est de l'histoire occidentale depuis 400 ans, et que cette histoire-là aurait pu avoir une influence sur le développement du dessin placé à cet endroit. Et notamment par hasard, en fait, un fait de hasard, mais qui nous a conforté aussi dans le choix que nous avions fait. C'est précisément à cet endroit que Champlain a découvert le Canada. Donc le découvreur français du Canada a hiberné pour la première année, donc le premier hiver occidental en Amérique du Nord, puisque les Espagnols s'étaient plutôt installés en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Le premier hiver occidental en Amérique du Nord a eu lieu dans un îlot situé dans ce fleuve, le fleuve Sainte-Croix. Et l'hiver était désastreux, en fait. Il y a un vent très froid du nord-ouest qui a empêché l'installation définitive des colons français à cet emplacement. Il est évidemment assez simple de penser qu'ils soient installés dans un îlot mieux protégé des vents, on le voit au fond de la baie, comme ça. Et c'est précisément là qu'était le centre de la ville que nous avions dessiné. Donc il y avait une sorte de coïncidence, comme ça, entre l'histoire, une histoire possible, et le hasard de notre choix. C'est aussi cet emplacement qui a déterminé le nom de la ville, que nous appelions jusque-là la ville, comme un terme générique. En fait, elle n'avait pas de nom. Glooscap est le nom d'un dieu indien qui, selon la légende indienne, a façonné le territoire sur lequel la ville s'étend en transformant un loup en pierre. Et l'histoire était suffisamment belle et suffisamment propice aussi à l'erreur qui aurait pu être faite au moment de la rencontre de Champlain et des Indiens, les uns parlant du Dieu qui fait la terre, les autres comprenant qu'en fait le geste désigne les îles, et la confusion se crée autour du nom du lieu. Donc on a décidé de baptiser cette ville Glooscap. De la baptiser Glooscap et de reconstituer son histoire en redessinant les archives à partir des archives canadiennes et des traces laissées par les Occidentaux au moment de la construction des villes en Amérique du Nord, de reconstituer en fait l'histoire de la ville de Glooscap, c'est-à-dire l'ensemble des événements qui auraient pu se succéder pour que une ville ressemblant au dessin que nous avions fait soit effectivement installée à cet endroit-là. Donc c'est une suite de documents d'archives qui sont de simples aquarelles en fait tracées sur des papiers blancs, qui montrent par exemple le premier plan dessiné par Champlain, où on voit que la place dispose déjà, la place centrale en fait du petit fortin installé dispose déjà les bâtiments dans des repères orthogonaux. Là, le développement des colonies de la Nouvelle-France, avec le partage des terres entre les colons, tous les problèmes de la fortification, bien sûr, à cause des guerres indiennes, mais aussi de la concurrence des Anglais. Bon, il y a beaucoup de documents annexes qui attestent, en fait, à la fois de la lenteur et des difficultés de l'installation des premiers occidentaux sur place, quelques vues qui nous donnent, qui livrent des détails sur ce que pouvait être la vie dans les colonies, mais aussi qui étaient importantes pour nous parce qu'elles nous permettaient de comprendre quelle économie ou quel type de relation avec l'Europe avait pu s'établir ici pour qu'effectivement un port de cette importance-là puisse croître. Donc il y a le commerce des fourrures, par exemple, ou des choses comme ça, et puis plus tard la fortification de l'ensemble de l'île sur laquelle Champlain s'était installé. Donc à partir de plans de Vauban, et qui est un peu la fin de l'époque française de la croissance de Glooscap, puisqu'à ce moment-là, les colonies de la Nouvelle-France sont cédées à l'Angleterre. Donc voilà la ville française dans son plus beau point d'achèvement. Et la ville anglaise, donc, qui démarre à partir de ce moment-là. Les fortifications devenues inutiles, puisque la guerre avec la France est terminée, sont remplacées par des quais et des ports, et la croissance de la ville comme centre portuaire est de plus en plus importante. Alors, on a régulièrement trouvé des documents qui rendaient encore plus possible cette chose-là. Par exemple, Glooscap serait un des seuls ports hors gel en hiver en Amérique du Nord. Enfin, bon, des choses comme ça. Il était une journée de route de moins, enfin de navigation de moins que le port de New York, ce qui était aussi un avantage. Mais il y avait quelques inconvénients. Il fallait tracer un canal pour rejoindre la vallée du Saint-Laurent, sous peine de pas avoir de débouchés commerciaux pour les farines du centre et les blés du centre des États-Unis. Donc voilà la croissance de la ville à la fin du 19e siècle. J'ai une question. Oui. Ah ouais, pardon.
avec les gauches. Excuse-moi. Non, Ces pas de problème. documents que tu nous montres, c'est des archives, des vraies archives d'une fausse ville ou des fausses archives d'une vraie ville? Il y a quelque chose de labyrinthique, là. Non, c'est des... c'est des vrais, c'est les vraies archives de ce dessin à cet endroit-là. Il n'y a pas de... Merci. Non, mais d'une certaine manière, c'est des dessins qui sont la plupart du temps déplacés plutôt. C'est-à-dire que ce sont des vraies archives, d'une certaine manière. Certaines d'ailleurs le portent, le plan de Glooscap fortifié de la fin de l'époque française le porte dans son cartel. C'est marqué fidèlement copié. En fait, on écrivait souvent fidèlement copié sur les cartes à cette époque-là, puisqu'effectivement on les copiait et nous continuions à les copier et donc à réécrire nous aussi fidèlement copié. Nous avions fidèlement copié un plan de fortification française à Québec pour le déplacer en fait à cet emplacement-là. Donc il y a quelque chose de très vrai et finalement d'assez imaginaire, mais pas tellement plus imaginaire que le réel en fait. Ce qui nous a toujours paru apparu avec cette ville, c'est qu'elle était finalement pas tellement moins vraie que n'importe quelle ville dans laquelle nous étions pas rendus. C'est-à-dire qu'on avait accès à elle par des documents, mais on avait aussi accès aux autres par des documents, et on utilisait ces documents comme attestant d'une réalité, alors qu'en fait on n'avait jamais pu la vérifier. Et c'est particulièrement sensible sur les projets d'architecture ou d'urbanisme, parce qu'en fait, tout ce qui est projeté n'est pas construit. Du coup, les formes des villes possibles, en fait, sont beaucoup plus étendues que les formes des villes effectives. Et celle-là était une des villes possibles, mais parmi tant d'autres, en fait. Le Chicago de Burnham est également une ville possible, bien qu'elle ne soit pas effective. Donc, Glooscap partageait ça avec les autres villes, en fait, le fait d'être possible, d'être possible, d'être projeté et d'être aussi interrompu dans ces élans, quoi. Alors donc je parlais de Burnham, et précisément donc la ville un peu encombrée par le dépassement des zones industrielles, c'est-à-dire qu'avec ces villes à forte croissance dans les colonies, en fait, ce qui était en banlieue ou en périphérie s'est rapidement retrouvé dans le centre de la ville. Et donc il y avait besoin très régulièrement de faire des plans d'amélioration ou d'éradication des zones les plus pauvres. Et donc voilà le plan Burnham de Glooscap, donc une sorte de Paris sur Atlantique, avec l'école d'architecture de Paris qui dominait la pensée architecturale et urbanistique à la fin du 19e siècle, et l'idée de Daniel Burnham, donc un architecte de Chicago, qui participait au mouvement des belles villes, City Beautiful, et qui voulait transformer la plupart des grands centres urbains américains en leur traçant des avenues diagonales, des immenses ronds-points, etc., etc. Donc le projet de Burnham pour Glooscap et sa réalisation, en fait, la manière dont ça réoriente aussi une ville qui était très linéaire, qui longeait la côte, comme souvent sont bâtis les ports, et qui là conquiert en fait des espaces beaucoup plus vastes à partir des grands tracés en diagonale. Le bâtiment central, en fait, le Provincial Building des Maritimes, qui est un bâtiment qui, comme la plupart des bâtiments construits à cette époque-là aux États-Unis, est calqué sur le Panthéon. Donc c'est une sorte de panthéon sur mer, comme ça, au centre d'un immense terre-plein entouré par un anneau en canal. À partir des années 30, il y a toute la période de construction aux États-Unis aussi et au Canada bien sûr des grands ensembles et la volonté en fait de produire un habitat plus salubre et mieux réglementé que de transformer continuellement des immeubles monofamiliaux en petites unités d'habitation, voire en chambres pour des familles. Donc Glooscap en atteste également, la présence de l'automobile qui vient complètement métamorphoser la ville. Hop, je suis dans le mauvais sens. Et la puissance de l'industrie. En fait, Glooscap est une grande ville industrielle. Donc, il fallait, en fait, on avait maladroitement dessiné des grands ponts sans trop savoir sur le dessin où ils allaient se rendre. Et une fois placés à cet endroit-là, en fait, on se trouvait avec des ponts qui devaient enjamber des demi-bras de mer, des ponts de plusieurs kilomètres comme ça qui partaient. Et il fallait trouver quelque chose pour que les ponts soient possibles. Cette chose, c'est l'industrie du fer et de l'acier, en fait. Donc, il fallait qu'on ait des aciéries
pour pouvoir construire pour pouvoir dessiner, pour pouvoir justifier des ponts qu'on avait dessinés. Donc Glooscap est devenu comme ça assez rapidement une ville industrielle de l'acier. Ça tombe bien parce qu'il y en a dans le sous-sol de la région, donc moins exploité que ce qu'on a dessiné, mais quand même exploité, et que ça nous permettait aussi de faire le lien avec toute une série de travaux d'artistes des Nord-Américains des années 30 en fait, qui utilisent beaucoup l'industrie de l'acier, du fer, etc. pour des représentations des immenses fresques comme ça. On pense à celle de Diego Rivera à Chicago, etc. Et ce qui nous permettait à nous aussi de suivre ou d'accompagner ou d'intégrer peut-être ce mouvement dans nos dessins et dans nos représentations. L'aspect de Glooscap finalement est au final est celui d'une ville déclinante à partir des années 70. C'est une ville un peu mélancolique comme ça. Je disais tout à l'heure interrompue dans ses élans la plupart du temps. Et voilà un plan de la ville dans son aujourd'hui en réalité. Donc on voit qu'elle couvre l'intégralité bien de l'espace qu'on avait déterminé au départ. Bon, il y a beaucoup de documents après plus récents, des plans des années 60, des plans colorisés qui montrent comment la ville fonctionne ou comment l'urbanisme en fait peut se diviser en zones principales, et comme dans la plupart des villes nord-américaines, en zones concentriques à partir du centre, dans lesquelles on retrouve des anneaux relativement homogènes alors qu'ils sont situés dans des endroits très très différents. Donc par exemple là, le 4e anneau avec l'anneau le plus éloigné du centre, avec une zone urbaine indéfinie où on est finalement assez proche de la campagne, mais dans laquelle on trouve aussi beaucoup de restes d'industrie ou de choses comme ça. Voilà. Et le département des levées et de la cartographie, donc qui fournit cette étude de la ville de Glooscap en photographie qui sont toutes indexées en fait sur des sites relativement précis du plan et qui permettent de mieux voir finalement peut-être que sur les plans la morphologie de la ville. Donc c'est une série de photos. Je vais essayer de passer rapidement parce que je me rends pas compte si je dépasse ou pas, mais une série d'images qui permettent de voir à quoi ressemble Glooscap aujourd'hui. Donc comme toutes les grandes villes américaines, elle a un parc au bord du parc. Le parc est assez central en fait. Au bord du parc, on voit en arrière-plan les immeubles, les tours des principales compagnies qui ont un siège en ville. Ici, la zone la plus proche de ce centre urbain avec les commerces. Les zones périphériques où on voit se succéder en fait les traces des différentes époques d'immigration. Donc là, on a une zone relativement récente en fait des années 20-30 avec une forte poussée d'Europe centrale, et on le reconnaît évidemment à l'église qui est dans l'image. Bon, des zones qui sont moins définies finalement, et dans lesquelles ce que j'avais dit tout à l'heure, cette espèce de mixité des usages de la ville entre de l'habitation et de l'industrie, des restes d'industrie, des entrepôts, comme ça. On est assez près du centre, sont encore très visibles malgré les espoirs de Burnham d'arranger tout ça. Voilà, les banlieues, le centre-ville de Daniel Burnham, totalement calqué sur Paris. On le discerne. Enfin, il y a quelque chose du Grand Palais. On le voit bien. Enfin, de ces grandes perspectives qui a malgré tout été construit ici. Et puis cette photo qui est une des avenues centrales du plan de Burnham, donc qui a jamais été totalement achevée, mais où on reconnaît bien l'influence parisienne. Finalement, on a quelque chose de moins haut que la rue de Rivoli, mais où on a exactement le même ordre en fait. Les arcades au rez-de-chaussée, et puis un nombre indéterminé d'étages, et puis au-dessus une toiture avec des chiens assis. En fait, c'est finalement exactement ce qui fait face au Louvre. Bon, construit en briques, on n'avait pas peu de pierre à Glooscap. L'étendue infinie des banlieues, bien sûr. La variété aussi des constructions, un peu n'importe quoi à côté de n'importe quoi tout le temps, et puis cette morosité du climat du nord-est des États-Unis. En fait, on a l'impression dans ces villes que tout est toujours un peu brumeux, un peu pluvieux, un peu. Alors, on était aussi assez chanceux d'une certaine manière avec la toponymie du secteur, puisqu'il y a un lac précisément dans la zone urbaine de Glooscap qui s'appelle Utopia Lac. Du coup, ça nous fait une ville qui s'appelait Utopia aussi, et qui pouvait accueillir une petite
petite communauté de construction ouvrière, comme ça, des choses assez simples. Mais bon, évidemment, il y a d'autres coins qui sont un peu plus... un peu mieux bâti peut-être, ou qui attestent d'un niveau de vie un peu supérieur. Mais quand même, Glooscap a subi très durement la crise de ces 30 dernières années. C'est un port qui est tourné sur l'Atlantique, donc qui commerce avec l'Europe. Or, on le sait tous, le commerce de l'Amérique du Nord se fait principalement avec le Japon depuis le début des années 80, et donc l'industrie du fer et de l'acier et le port ont décliné à Glooscap assez rapidement. Et donc la ville montre quand même un certain nombre de stigmates de cette période, puisque rien n'est jamais totalement détruit, et donc les restes de l'industrie sont omniprésents dans la ville. Le premier anneau, donc autour du centre, a particulièrement souffert, parce qu'il a été abandonné assez rapidement par les industries qui étaient à l'étroit et n'a jamais été reconstruit. Ce qui fait que ce qui faisait la fierté de Glooscap, construit par Daniel Burnham, en fait, est aujourd'hui le quartier qui devrait être le plus restructuré. Donc voilà, bon, un peu la fin de la période glorieuse de Glooscap, avec les problèmes que rencontre, en fait, mais rendus ici peut-être plus visibles à Glooscap que dans d'autres villes, les problèmes que rencontrent les grandes villes d'Amérique de l'Est de l'Amérique du Nord. Mais évidemment, tout n'est pas perdu ici comme ailleurs, et donc la fin de ce projet, enfin la fin de ce projet, pas exactement, mais les dernières images de cette projection attestent des efforts de la municipalité pour essayer de changer la donne, et expliquent en même temps l'affluence de l'iconographie qui permet de retracer comme ça à la fois l'histoire et les différentes périodes de Glooscap. Donc c'est l'Office du tourisme qui fait de gros efforts pour attirer des touristes à Glooscap, en espérant évidemment que c'est le tourisme qui va sauver l'économie de la ville. Donc on a plusieurs campagnes publicitaires qui montrent en fait différents monuments. C'est vrai que c'est une des plus anciennes villes du continent malgré tout, donc il reste forcément quelque chose. Et puis il y a quelques grandes constructions qui mériteraient d'être visitées. Chose qu'on sait assez rarement, enfin qu'on ne sait pas toujours sur le Canada, c'est que la plupart des fictions nord-américaines sont tournées au Canada. Pour des raisons de coût de tournage, les films dont on pense qu'ils sont tournés à New York ou à Los Angeles sont souvent tournés au Canada. Et donc là, on voit un film tourné à Bocabec, le quartier central de Glooscap, et qui est censé se passer à New York. Et on voit qu'il faut peu de choses pour faire New York en Amérique du Nord. Il suffit d'un taxi jaune et d'un drapeau américain pour qu'on commence à y croire. Et c'est sur l'image d'un film, d'une version coréenne d'un de ces films, que j'arrête la présentation de Glooscap. Voilà. Bon, merci Alain, c'est très fascinant de voir une ville qui a priori existe, il n'y a pas de raison qu'elle n'existe pas. Alors, tu as parlé brièvement de Colas et de la ville générique. J'insiste là quand même sur deux choses. D'une part, l'idée que c'est une ville générique qui vaut par son histoire, ce qui n'est pas le cas de la ville générique colassienne, qui est une ville grosso modo dont tous les exemplaires se ressemblent à travers le monde. Celle-ci a le mérite d'être tout à fait plausible et même vraisemblable, même probable, parce qu'elle a une histoire parfaitement concordante avec le site dans lequel elle n'a aucune raison de ne pas se trouver. Et puis la deuxième chose, eh bien, c'est la question des documents, parce que je voudrais savoir de quelle manière. Alors, je ne sais pas quelle est la connaissance. Là, on est en train d'essayer de ramener le travail d'Alain Bublex à une question qui est la question du territoire. Et on voit très bien qu'à Glooscap, la question se pose de manière primordiale. Moi, c'est un des premiers travaux qui a attiré mon attention. En même temps, ce travail sur le plan artistique a son histoire, disons, l'histoire qu'on rapproche d'une chose qui se faisait un petit peu à l'époque qu'on appelle le fictionnalisme. Donc cette manière de représenter des fictions, de s'installer comme artiste dans la fabrication d'une fiction. Cette fiction-là est une fiction territoriale. On a eu quelques exemples. Jean-Christophe Bailly avait fait à la même époque Description d'Olonne, etc., dans lequel il avait reproduit un certain nombre de documents. Donc la première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est le rôle des documents. Jean-François Coulet, qui est ici, s'intéresse en particulier à cette question-là, et je voulais lui demander ce qu'il en pensait, vu sa question de tout à l'heure. Donc, moi, je m'interroge, je m'excuse d'avoir fait cette incursion tout à l'heure, parce que c'est vraiment la question qui me préoccupe dans ce travail, c'est comprendre
comprendre de quoi il s'agit. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit que Alain Bublex avait une relation particulière au lieu et au climat de ces lieux. Alors, je ne parle pas de la climatologie dont le GIEC nous parle tous les jours, le climat de pluie et de beau temps, mais le climat tel qu'on le perçoit, c'est-à-dire une interaction entre les habitants, les visiteurs, ou même les visiteurs par l'image mentale. Et du coup, en me demandant comment décrire cette relation particulière d'Alain au lieu et au climat, m'est venue une expression que j'ai un peu extrait du livre d'Alain, qui est Utopie vernaculaire. Alors pourquoi cette expression? En parcourant un petit peu son œuvre et puis en rassemblant mes notes pour essayer de décrire ce que c'était que cette utopie vernaculaire, j'en suis arrivé à sept caractéristiques. La première de ces caractéristiques s'appelle Dimanche matin. Alors c'est le nom d'un travail d'Alain. Je ne sais pas si tu veux peut-être en dire deux mots. Dimanche matin. De dimanche matin? Ouais. Oui, dimanche matin, en fait, c'est un ensemble de photographies. Enfin, c'est avec ça que je recouvre, ou j'ai recouvert longtemps l'ensemble de mon travail photographique. C'était une indication aussi d'un moment dans l'activité. En fait, le dimanche matin, c'est un moment disponible et d'une activité une activité qui nous occupe et qui ne cherche pas à aller tellement au-delà. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'avais. C'est aussi un moment de la disponibilité, je trouve, du paysage. Dimanche matin, il se passe pas grand-chose, finalement. Quand on se promène le dimanche matin et quand on fait des photographies, on a une sorte de paysage qui est assez détendu, comme ça. Personne ne va jamais nulle part. Il se passe peu de choses et tout est disponible. On est disponible soi-même. Le paysage est disponible et finalement, on n'en attend rien d'autre que de simplement le regarder. Il me semblait que les photographies prises un dimanche matin étaient plus intéressantes que toutes les autres. Ouais, mais alors, c'est parfait, parce que comme le premier de ces 7 points, c'était dimanche matin, je propose une petite 7 jours dans la vie d'Alain Bublex, ou les 7 travaux de l'utopie vernaculaire. Donc là, ça commence par le dimanche matin, avec un travail sur le regard, ou sur le comment d'un sujet émerge, un sujet de série, d'expo. La première tâche dans le travail d'Alain sur cette utopie vernaculaire, sur le climat, travaille sur les conditions de perception qui définissent la manière dont on ressent un lieu, des allers-retours entre l'état des choses et l'état de nous-mêmes. Et c'est là que le dimanche matin, c'est un peu un moment de suspens, effectivement. Nous placer sous ce ciel. Sous ce ciel, c'est souvent, que j'ai constaté, peut-être pas vu là, mais des climats maussades, des ambiances de crépuscule ou d'aube, de la neige, du brouillard, beaucoup de flaques d'eau aussi. Placer le corps dans son milieu, à la juste distance, à la juste hauteur. Tout ça, c'est une condition de départ avant d'aborder la semaine, ce moment de suspens, sentir la pesanteur du réel. Et le lundi matin, ce que tu fais, c'est ce qu'on a vu là, c'est installer les lieux dans leur histoire et leur géographie. La géographie étant un peu l'œil de l'histoire dans l'affaire, par un travail documentaire très approfondi. On a vu un petit condensé de l'histoire de la ville américaine, depuis la conquête jusqu'au déclin. Un travail cartographique, un travail photographique après. Et tu me disais au téléphone que ce travail sur les villes était un travail aussi, on va peut-être plus tard avec Paris, un travail assez précis, méticuleux pour être crédible. Mais j'en crois pas un mot. Pour moi, c'est pas la question d'être crédible. Pour moi, c'est une quête de comprendre les lieux, comprendre ce qui fait l'essence de ces lieux. En l'occurrence, installer des lieux qui soient le réceptacle pour ce climat urbain dont tu parles, là où ça va se passer. Alors, ça commence à se passer le mardi, avec la production d'un dispositif expérimental. Et Luc, je crois que tu as qualifié le travail d'Alain d'une sorte de réinvention du projet, c'est-à-dire de réinventer ce moment de l'anticipation.
Et je lis produire une situation dans laquelle les 3 choses suivantes sont en cohérence, tous aussi importants et lisibles: l'activité du photographe, les photographies et les outils utilisés. Et l'expérience Meunier-Béraud est un exemple magnifique de cette importance particulière de l'expérimentation dans ton travail. Et j'ai lu dans ses commentaires la phrase suivante, et c'est là que j'en viens à l'utopie vernaculaire. Le vernaculaire, c'est ce qui est issu de l'expérience plutôt que du principe. Alors du coup, ça serait le contraire de l'utopie. Comment ça marche et comment tu résous ce paradoxe? Quel est le principe de l'utopie vernaculaire? Réponse le mercredi matin: prendre l'utopie et la placer dans une situation quotidienne. Une situation quotidienne, c'est une situation à laquelle chacun de nous peut référer. On s'y retrouve précisément et directement. Et dans Plugin City, qu'on va voir tout à l'heure, tu montres que l'utopie n'est pas si utopique que ça, puisqu'elle existe. Elle existe dans notre paysage contemporain. Elle est vécue, et elle est vécue comme un paysage en chantier. Je crois que c'est toi aussi qui parles de ces 2 caractéristiques du paysage aujourd'hui, d'être en chantier et d'être en perpétuel mouvement. Donc le dispositif de représentation, à travers la photographie, consiste à donner un lieu à l'utopie, ce qui est évidemment étymologiquement problématique, puisque l'utopie, c'est qui n'a pas de lieu, qui n'a pas d'histoire non plus. Donc on a là une sorte d'inversion de la fonction utopique, une sorte de renversement du théorème de Choët, c'est-à-dire que en fait, les utopies fonctionnent aussi d'une autre manière de ce pourquoi elles sont conçues. Les règles et les modèles sont complètement réversibles du point de vue du lecteur. Le jeudi, mise en place des véhicules de service. Donc ça, c'est des véhicules intelligents. Ils sont partout et ils voient tout. C'est une journée fatigante parce qu'il y a beaucoup d'arrêts fréquents, soudains, mais très importante pour toi, aussi important que les Google Streetcar sont pour Google Earth, Google Maps. Ils sont plus simples, fonctionnent plus facilement. Le vendredi, tu es sur le pont, tu en mets partout, des autoponts, des passerelles. Pourquoi? Je me suis posé la question. Mettre les lieux en relation les uns avec les autres, surplomber la vie, se détacher du sol. Tout ça, c'est des explications qui ne me semblent pas très convaincantes. Donc je ne comprends pas bien les ponts. Pourquoi il y a des ponts partout? Et le samedi, jour de repos, réflexion sur le travail de la semaine. À quoi servent les ponts? À quoi sert la photographie dans ton travail? Je lance la question, peut-être que Luc... J'ai pas de réponse sur la photographie dans le travail d'Alain. Non, je serais content qu'il réponde sur sa semaine, parce que le programme m'étonne. Je n'ai pas tout à fait la même interprétation des questions d'utopie chez Alain, mais enfin, peut-être qu'il vaudrait mieux attendre, puisque je sais qu'après, on va présenter des films qui vont nous parler plus précisément de cette question-là, qui nous permettraient de mieux comprendre le rapport d'Alain à l'utopie, qui est assez particulier. Par contre, cette idée d'utopie vernaculaire, c'est-à-dire de non-lieu situé, est-ce que, Alain, tu as quelque chose à dire là-dessus? Pas directement, en fait, mais c'est vrai qu'avec Glooscap, un des trucs qui m'embêtait, c'est qu'on me parlait tout le temps d'utopie. Et de fiction, en fait. Et de fiction et d'utopie. Et que pour moi, ces deux termes ne s'attachaient absolument pas à ce travail-là. Curieusement. Donc j'étais obligé de m'y intéresser aussi un peu parce qu'on en parlait et que ça me questionnait. Mais ce qui m'intéressait en fait, en réalité, ce qui m'intéressait avec Glooscap, c'était plutôt l'idée de la copie, c'est-à-dire de refaire à l'identique et d'une certaine manière de dépenser la même énergie que celle qui avait été dépensée. Donc, parce que refaire un plan, le refaire à l'identique, mais pas le copier lui-même, mais le déplacer, et donc le réinventer d'une certaine manière, le redessiner, le reconcevoir, mais en un autre lieu, et cette fois sans objet, me semblait porter du sens. C'est-à-dire que dépenser la même quantité de temps, la même énergie en conception, la même attention,
Mais cette fois, pour ne rien conquérir du tout, me semblait attester de quelque chose. Si au XVIIIe, au XVIIe ou dans tous les siècles précédents, on avait dessiné ces plans de ville en espérant trouver des solutions en fait pour l'habitat, trouver des solutions pour l'économie, en fait progresser d'une certaine manière dans l'installation des hommes sur la Terre. Nous, à la fin du XXe siècle, en fait, on faisait exactement le même travail, mais sans en espérer aucune solution. En réalité, on faisait exactement le même travail, on dépensait exactement la même énergie créative et même la même énergie tout court, dans les mêmes dessins, avec les mêmes techniques. C'est-à-dire que c'était des aquarelles exactement comparables aux aquarelles qui avaient été faites précédemment, mais cette fois pour ne faire rien d'autre que représenter ce qui existe déjà. Et il me semblait que c'était cette activité-là qui produisait du sens dans Glooscap, et pas du tout le caractère fictif de la ville, par exemple. Le caractère fictif, en fait, je l'avais même pas imaginé. En fait, j'ai été mis devant le fait accompli quand on a commencé à m'en parler. On m'a dit, elle est fictive cette ville. Ah oui, elle est fictive, ah oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est un peu comme si on parlait avec un romancier, on lui disait, mais c'est dingue, vous avez tout imaginé de ce roman, il n'y a rien qui est arrivé. Je dis, bah oui, il n'y a rien qui est arrivé, mais c'est rien d'exceptionnel non plus. En réalité, tout le monde... Je veux dire, ça intéresse personne que dans un roman, que l'auteur ait imaginé une ville ou une rue ou une maison ou même un personnage. En fait, tout le monde s'y attend. Et pour moi, c'était exactement la même chose avec ce dessin-là. En fait, que la ville soit inventée, imaginée ou fictive, finalement, ça produisait pas grand-chose d'autre. Que forcément le travail devait être ailleurs. Donc j'ai tout de suite arrêté de complexifier Glooscap. C'est-à-dire qu'une des tentations de ce travail-là, en fait, aurait été de l'augmenter sans cesse et d'entrer sans cesse dans le détail et d'avoir sans cesse toujours plus d'anecdotes, en fait. Et à l'inverse, j'ai essayé de limiter le nombre d'anecdotes au nombre minimum qui permettait d'y croire définitivement. C'est-à-dire qu'en réalité, de Glooscap, il y a un nombre de documents qui est finalement assez limité et qui ont juste le poids et la densité suffisante pour qu'on pense qu'ils sont illimités. C'est-à-dire que, et c'est l'inverse d'une fiction, de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt un prototype. C'est le prototype d'une fiction. C'est la possibilité d'une fiction d'une ville, ou la possibilité de faire exister cette chose-là, mais c'est pas, elle est jamais effectuée en réalité. Elle est toujours évoquée comme une possibilité. Elle est toujours présentée, que ce soit dans les expositions ou comme tout à l'heure dans le petit morceau de conférence que j'ai donné. En fait, il y a juste assez pour qu'on commence à y croire. Et à partir du moment où il y a juste assez pour qu'on commence à y croire, en réalité, c'est plus la peine de continuer. Le reste se fait tout seul. En fait, l'idée de cette ville fictive, elle accompagne le public de ce travail, mais elle n'est pas obligée de m'accompagner moi et encore moins de m'emprisonner, finalement. Donc j'ai mis un terme à ce travail assez rapidement. Mais quelques années plus tard, effectivement, c'est cette question d'utopie qui revenait sans arrêt, d'imagination, avait fini par me travailler. Et donc j'ai décidé de reprendre, après une interruption, j'ai fait deux autres projets, un qui avait trait à l'histoire de l'automobile et un autre à la temporalité des expositions. Et j'ai essayé de reprendre, en fait, avec les projets en chantier, ces questions autour de l'utopie, de l'avant-garde, des villes, des projets, de ce qui était fait. Mais sur les projets eux-mêmes, j'avais pris l'habitude, en fait, quand je parlais de mon travail, de le qualifier de projet, ce qui est un non-sens. Glooscap, c'est pas un projet. Je veux dire, c'est pas une chose projetée vers l'avenir qui va se faire. En fait, je vois pas finalement, je vois pas où est le projet dans Glooscap, mais je crois que j'utilisais tout le temps ce terme parce qu'il me permettait de ne pas utiliser dans mon propre travail des termes qui sont déjà utilisés dans le champ de l'art. C'était pas des expositions, c'était pas des séries, c'était quelque chose d'autre, en fait. C'était quelque chose qui n'appartenait pas dans mon esprit au monde de l'art a priori, et qui s'y trouvait, en fait, plongé à un moment donné, mais ça peut être, on peut dire par hasard ou par chance, en fait. Et projet, c'était m'en extraire un peu. Rétrospectivement, une vingtaine d'années plus tard, en fait, je pense que projet était peut-être mal choisi et que j'aurais dû peut-être choisir appareillage, par exemple, pour parler de ce projet. C'est un appareillage Glooscap, c'est-à-dire que ce qui compte dans Glooscap, c'est plus l'interstice entre les objets, la manière dont ils tiennent entre eux et comment se construit un ensemble avec une multitude d'objets qui sont interdépendants et qui ne sont pas réductibles à une exposition, à une installation ou à quelque chose. En fait, on se doute avec Glooscap que chacune des pièces qui composent ce projet est moins importante que l'ensemble. Et l'ensemble lui-même n'est jamais... on ne peut pas le circonscrire, on ne peut pas l'embrasser, en fait. Il échappe continuellement. Et de fait, il échappe à
ses collectionneurs, aux gens qui l'intéressent, et il m'échappe à moi-même, puisque certaines pièces sont ajoutées ou retirées au fur et à mesure que le temps passe. Ça répond un peu je sais pas, sur la semaine en même temps. Oui, mais ça enchaîne surtout bien sur le travail suivant qu'il va nous présenter, qui est projet en chantier, parce que là on va avoir affaire à des utopies caractérisées comme telles, pas par toi, mais par l'histoire de l'architecture. Donc on va voir de quelle manière Alain se positionne. Alors je quitte ça. C'est l'heure ? On est bien dans les temps, tout ça ? Super. On va voir comment ça marche. Comme ça, et on reprend. Toc. Projet en chantier. Les projets en chantier, donc c'était vraiment dans mon esprit une réponse à Gluskab, justement. C'était dire, bon, peut-être parlons d'utopie ou parlons de choses comme ça. La première fois que... Enfin, ce qui m'avait intéressé, en fait, donc je travaillais depuis 10 ans. On est autour de 2000, et la première exposition était en 92. Et on m'avait fait la proposition d'une intervention dans l'espace public Place Saint-Germain-des-Prés. Et je m'étais posé la question de la forme de cette intervention, et il m'avait semblé qu'un chantier de construction était une forme idéale pour un artiste pour intervenir dans l'espace public, parce que c'était une forme temporaire, parce qu'elle soulignait une temporalité du paysage, parce que ça manque jamais de public, un chantier. Et je m'étais dit que pour un artiste, ne pas manquer de public, c'était une chose qui était engageante, quoi. Et puis j'ai réalisé aussi que en y pensant et en essayant de détailler cette position, que le chantier portait apporter une visibilité à une temporalité particulière du paysage, en fait, qui est le présent, précisément. C'est un chantier est toujours au présent, certainement. Il est toujours au présent, il est jamais tel qu'on l'a vu ou tel qu'on aurait pu le voir, et on est assuré en le regardant que dans quelques minutes ou dans quelques heures ou dans quelques jours, il sera plus jamais comme on l'a vu non plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment l'état de transformation du paysage par excellence, et il me semblait que c'était une forme intéressante pour intervenir dans le paysage. Donc le premier chantier que j'ai modélisé, finalement le seul, était celui-là, donc une intervention sur la place Saint-Germain-des-Prés pour une exposition de groupe, donc dans laquelle j'ai construit cette petite intervention, et sur le toit du bungalow, enfin, il y avait, comme souvent sur les chantiers, un panneau de promoteur, et le panneau de promoteur annonçait la construction d'unités mobiles d'habitation dans le quartier. Et ces unités mobiles d'habitation étaient détaillées à la fois sur le panneau et dans une installation qui était à l'intérieur du bungalow, dans laquelle des étudiants en art servaient de médiateurs, en fait, et accueillaient le public. Les commanditaires étaient toujours très craintifs avec cette installation, qu'elle puisse provoquer une sorte de scandale qui n'a jamais eu lieu, finalement. Donc les unités mobiles d'habitation, en fait, c'est une sorte de détournement, pas de détournement, mais en fait de déplacement des recherches, donc des recherches menées par les architectes qui ont répondu au Case Study Programme, donc ce concours organisé par un magazine d'architecture à la fin des années 40 en Californie, construire une maison pour les ouvriers américains à moins de $8 000, j'espère que je ne me trompe pas trop dans le chiffre. C'est donc d'une certaine manière réinterpréter ou reprendre, plutôt déplacer ces structures qui constituent les réponses donc d'Elwood, de Eames et de Koenig, etc., et de les proposer comme des unités mobiles d'habitation pour les grandes villes européennes, en attestant en fait simplement de la difficulté de vivre dans le centre des grandes villes aujourd'hui alors qu'on y travaille, et donc de proposer des sortes d'HLM mobiles qui soient capables de suivre les employés dans la mobilité qu'on exige d'eux. En fait, les employés doivent se déplacer, et là on aurait des bâtiments qui se déplacent avec eux, de cabinets d'assurance en magasin de chaussures, etc. Donc là, l'installation à l'intérieur était relativement détaillait un petit peu la structure et la nature de ces constructions. Il y avait toute une série de vues qui montraient ce à quoi allait ressembler le quartier Saint-Germain-des-Prés une fois qu'on aurait fini de construire ces choses. Donc on le voit, ce sont des petites habitations, en fait, relativement modestes, qui sont assez simples à construire, et qui... Alors, sur l'image de droite, il y a une proposition pour une famille plus nombreuse, avec une double UMH, comme ça, qui viendrait se coller. Donc ça ouvrait une possibilité supplémentaire. On est aussi un peu sorti du quartier Saint-Germain-des-Prés. Puis il y avait quelques schémas qui montraient comme il était simple de construire ces choses-là, donc en simplement montant
une grue sur un trottoir, il suffit de tourner la flèche et de démonter la grue pour avoir une UMH, donc comme on le voit, la rue du Louvre, juste sur un coin de l'image. Donc voilà cette première tentative de travail dans ce sens-là, de rompre avec le caractère d'archive et de fiction complète, tout en restant assez connecté au travail précédent de Glooscap, fait de le prendre sous un autre angle. J'étais assez enthousiaste en fait pour faire ce genre de choses, et j'ai commencé à regarder avec plus d'attention l'histoire de l'architecture et à piocher de manière plus régulière dedans. En fait, l'idée était aussi de trouver une autre figure, mais qui est pas tellement éloignée de celle de Glooscap, dans laquelle on copie des plans. Et là, c'était l'idée de ne pas inventer des nouvelles formes architecturales ou de ne pas inventer de nouvelles solutions, mais finalement peut-être pas de prendre au sérieux, mais de ne pas être l'auteur d'une idée, mais de simplement remettre en marche ou réactiver des idées préexistantes, en disant comme une figure dans laquelle on dit non mais moi, pas à peine de chercher quelque chose, cette chose est bien et on va la poursuivre en fait. Donc la deuxième tentative de cet ordre-là, elle partait d'un plan de Peter Cook. Donc Plugging City, qui est la description d'une ville modulaire qui est composée de petites cellules qui se connectent à une grande structure centrale qui fournirait les fluides, l'électricité, l'eau, etc., et qui décrirait finalement une ville modulaire qui serait capable de s'adapter à la vie de ses habitants en ayant des pièces qui se connectent les unes aux autres. On imagine assez facilement qu'on peut vivre dans un studio composé de 2 cellules, et puis à partir du moment où on a un conjoint ou des enfants ou que la vie change, on vient connecter de nouvelles cellules, de nouvelles chambres. Quand les enfants partent, ils partent avec leur chambre pour les connecter à la cuisine d'un ami, etc., etc. On voit très vite comment cette chose-là peut fonctionner. Et puis dans l'idée de la standardisation, et je pense aussi dans l'idée des années 60, il y a ce principe, mais qu'on a finalement vu dans d'autres appareils que dans l'habitat, qui est de ne pas réparer finalement, mais de changer les pièces. Comme ça, on peut, au lieu de réparer une machine à laver, on change la cuisine complètement, et puis on vient, quand la chambre est en panne, on change la chambre et on met une autre chambre, une nouvelle chambre, etc., etc. Donc je trouvais ça intéressant, et en même temps, à un moment donné, tout en m'intéressant à ce projet, j'ai finalement inventé peut-être au sens archéologique du terme, un lien évident avec les containers, avec les bungalows de chantier, qui sont bien finalement les structures dont parle Peter Cook, c'est-à-dire qu'on a industrialisé des cellules habitables, et que ces cellules habitables, on vient les connecter, les brancher à la ville pour répondre à des besoins temporaires, qui sont là des besoins techniques, les besoins des chantiers. Mais évidemment, avec le projet de Peter Cook en arrière-plan, comme ça, il est assez facile de penser qu'on pourrait aussi les utiliser, facile et tentant même, de les utiliser pour autre chose. Ils ont commencé à arpenter Paris et quelques villes d'Europe en observant plus attentivement ces structures construites, pour apercevoir que plus la ville était dense et plus les structures étaient importantes, et que c'était de véritables petits immeubles en fait, qu'il y avait une vraie possibilité, des immeubles ou des maisons individuelles parfois. Comme ça, avec quelque chose qui est toujours assez proche finalement de l'architecture moderne. Là, on le voit bien, on a une maison sur pilotis, elle laisse libre le sol, on pense rapidement à Le Corbusier. Enfin, il y a quelque chose de tentant, en tout cas, il y avait quelque chose de tentant pour moi dans ces choses-là, même surtout quand elle ressemblait à ça, qui est finalement plus proche d'une architecture vernaculaire. On voit un peu le modèle d'une ferme, avec l'escalier à l'extérieur, un balcon, on se dit, on peut mettre n'importe quoi sur n'importe quoi, et finalement construire comme ça de petits bâtiments qui ont l'air tout à fait utilisables. Et évidemment, de passer de laisser ces structures partir à l'assaut des immeubles d'une certaine manière, ou à l'inverse, imaginer depuis l'intérieur des immeubles qu'il soit possible de les augmenter un petit peu, de répondre à des besoins temporaires des habitants aussi, qui veut une pièce, qui veut une salle, qui a besoin d'une salle commune ou d'une terrasse ou quelque chose comme ça. Et donc j'ai commencé à dessiner à partir de photos plus anciennes que j'avais prises dans les années précédentes, en fait, des possibilités de développement de cette Plugging City de Peter Cook, en fait, à la fin des années 90. C'est un travail que j'ai mené dans sa période de conception entre 98 et 2000 à peu près, puisque la première exposition était en 2000, d'essayer d'explorer un peu ce à quoi pourraient ressembler les paysages urbains si on pouvait chacun ou collectivement, en fait, décider de ce type d'installation.
Donc voilà, plusieurs vues. Après, ce sont finalement des variations de cette idée de base. Ici, une vue de Berlin, pas très loin de Potsdamer Platz, où, avec les chantiers de construction qui étaient partout présents à ce moment-là à Berlin, une sorte de facilité à emmêler un petit peu les choses entre le chantier de construction et puis les bâtiments en arrière-plan et les containers et les bungalows qui se développent autour de ces containers. Donc, bon, rapidement, en dehors des bâtiments eux-mêmes, il y avait les infrastructures qui se sont avérées très, très disponibles à ce genre d'expérience. Dans l'idée de Peter Cook, en fait, et dans l'idée d'une ville modulaire, l'idée du déplacement est assez omniprésente tout le temps. Et dans mes dessins de Plugging City, c'est les hélicoptères qui rendent compte de cette mobilité. Ils avaient pour moi un double avantage, en fait. C'était d'une part de ne pas trancher définitivement avec les hélicoptères sur l'état dans lequel on se situe. En fait, on ne sait pas s'ils construisent et montent, si la ville est en train d'être démontée ou au contraire montée. En fait, on ne sait pas s'ils emmènent ou s'ils amènent les containers, s'ils partent ou s'ils reviennent. Finalement, le mouvement devient permanent et assez indécis. L'autre chose qui m'intéressait tout le temps, c'est une sorte d'ironie, bon, mais c'est un peu les moyens de l'armement à la disposition de l'habitat, quoi, une sorte de solution comme ça, avec le rappel des films célèbres américains comme Apocalypse Now, qui est cette espèce de puissance qui est dépensée à la fois dans le cinéma et dans l'armement, qui pourrait être là reconvertie dans ces images. Donc bon, ça se développe sur des images variées. Ici, une ville d'Amérique du Nord, un pont en Corée, etc., etc. Voilà, je vous les passe assez rapidement. C'est une entrée de Moscou possible. On retrouve assez vite, en fait, finalement, l'atmosphère de Louscap et des ruelles pluvieuses qui l'ornaient, Paris, avec le quai de Seine à proximité de la gare de Lyon, un îlot haussmannien, aussi pareil. Donc là, avec des réalités finales, enfin des réalités avec des propositions assez diverses. Soit c'est des bâtiments qui viennent se superposer à d'autres bâtiments, et puis quelquefois c'est des choses plus modestes, avec simplement quelques bungalows placés devant les fenêtres. À l'intérieur d'une de ces transformations, enfin c'est une vue possible, hein, c'est absolument rien de contractuel. Je veux dire, c'était une possibilité, quoi, de ce que ça pouvait donner que de voir passer les containers et de constituer un habitat. Bon, évidemment, comme tout. Comme ça, chacun, on pense assez rapidement aussi à l'habitat de loisirs, les villas au bord en Normandie, bon, deux villas transformées pour servir d'exemple de ce que ça peut donner. J'ai jamais fait de plan d'ensemble de cette chose-là. Un des bâtiments, en fait, un bâtiment non, justement, un monument qui m'avait paru idéal pour prolonger cette expérience, c'est la Tour Eiffel, d'autant qu'au moment où j'ai commencé à m'intéresser à ce projet, par chance, ils avaient placé sur la Tour Eiffel en 99, donc c'était cette enseigne lumineuse qui annonçait l'an 2000, comme ça. Et l'an 2000, dans les années 90, c'était forcément un objectif à atteindre, et c'était aussi un objectif à atteindre, je pense, dans les années 60. Il y avait une sorte de coïncidence, comme ça, avec la Tour Eiffel qui attendait son an 2000, d'une certaine manière, et moi, mon projet, qui justement coïncidait avec ça. J'avais décidé de le baptiser Plugging City 2000 pour marquer justement cette différence de temps qui me séparait du projet originel. C'est-à-dire que je voulais conserver l'intitulé de Peter Cook, Plugging City, mais je voulais aussi attester d'un écart de temps entre 64 et 2000, et là, ça se réalisait. L'autre bâtiment intéressant pour moi, c'était évidemment le centre Georges Pompidou, parce que c'est probablement le premier ou le seul passage en vraie grandeur de l'iconographie, et peut-être pas des principes, mais de l'iconographie d'Archigramme dans une construction. Et cette construction, même son allure un peu d'échafaudage, incite à penser qu'on pourrait facilement, en continuant en continuant à produire d'une manière industrielle les éléments de base qui composent Beaubourg, qu'on imagine assez facilement qu'on peut l'étendre, qui peut continuer de Gerberette en poutrelle, en fait, à s'étendre au-dessus de Paris, et qui servirait facilement de point d'ancrage pour les containers. Ayant pensé ça, on pense assez rapidement que si Beaubourg gagne comme ça sur la ville de Paris, et que la Tour Eiffel elle-même se construit avec sa vue imprenable sur la scène urbaine, les deux finiraient par se rencontrer et donneraient à coup sûr probablement une des images les plus crédibles de ce que pourrait être ou de ce qu'aurait pu être
le plan de Peter Cook, qui pour moi mettait un terme d'une certaine manière à ce projet, et en réalité pas tellement, puisque j'ai dessiné ça il y a assez longtemps et que j'ai continué à dessiner des images de cet ensemble-là encore tout récemment. Donc voilà, ça c'est le deuxième des projets en chantier. Je pense que c'est celui avec qui a provoqué ma rencontre avec Luc Baboulet, qui donc a écrit le texte dont on parlait tout à l'heure, qui fonde effectivement la réflexion pour une dizaine d'années sur ce corps de travail. En m'intéressant en fait à ces projets, il y a une figure qui était presque inévitable en réalité. C'est pour moi m'intéressant. Enfin, à Paris, après avoir dessiné des tours Eiffel et des centres Georges Pompidou, et après avoir arpenté la ville et arpenté du même coup l'histoire récente de l'architecture, le plan voisin de Le Corbusier a rapidement été une tentation à laquelle j'ai pas résisté. Donc le plan voisin, tout le monde, et c'est le dernier des projets en chantier que je vous présente, c'est sur un espace de temps entre les UMH, je crois que c'était 98, donc Plugging City à partir de 2000, et le plan voisin c'est un peu plus tard, 2004-2006, quelque chose comme ça. Donc le plan voisin, c'est un plan de restructuration du centre de Paris, avec lequel Le Corbusier espère deux choses en fait, c'est libérer le centre de la ville de la circulation des automobiles en créant des grandes artères haussmanniennes d'une certaine manière qui traversent complètement la ville, et d'autre part préserver le centre historique en fait en provoquant un développement de la ville à l'extérieur du centre. C'est-à-dire le centre serait muséographié d'une certaine manière, on l'habiterait plus totalement, ou en tout cas on l'occuperait plus en dehors de son caractère patrimonial et préservé, et la ville se développerait dans un autre espace qui était un espace qui était considéré visiblement comme un espace mineur. Donc on voit un peu l'ampleur du plan sur cette vue. Évidemment, ce qui est intéressant, enfin j'allais dire amusant, oui c'est amusant, c'est la désinvolture en fait, la juvénilité du plan, je trouve. C'est vraiment un plan, je sais pas, il y a quelque chose d'adolescent là-dedans, on prend tous les risques, on rase ce qui reste, il y a pas grand-chose de très important. Mais en y pensant un peu, et c'est aussi une chose qui m'a toujours paru amusante d'une certaine manière, c'est que le Paris que Le Corbusier pense raser avec tellement de désinvolture a une cinquantaine d'années au moment où il pense le raser. C'est-à-dire la ville a pris la forme que Le Corbusier connaît en 1870. Donc il a comme ça une ville de 50 ans qui lui paraît totalement obsolète. Il dit non mais on va démonter tout ça, on va faire autre chose. C'est précisément l'âge des grands ensembles que nous sommes en train de raser avec une grande désinvolture aussi en se disant non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, bon allez on bazarde tout, ça n'a pas de sens. Donc c'est un peu la même durée, cette équivalence de durée que qui m'avait déjà intéressé avec Glooscap d'une certaine manière, m'a réintéressé une deuxième fois ici, mais totalement différemment. C'est-à-dire à prendre au sérieux ce que Le Corbusier proposait, pas au sérieux en sens de solution, mais en fait, j'étais toujours tenté d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu. C'était quoi l'idée, en fait, en dehors de raser Paris, parce qu'évidemment, c'est pas une idée en soi, ça. Il y avait forcément quelque chose de plus intéressant. Enfin, en tout cas, elle met nous cette idée-là. Donc ça, on voit en fait, ça, c'est une vue de la ville de 3 millions d'habitants, mais ça ressemble tellement au plan voisin qu'on peut imaginer que ça serait effectivement la vue du centre de Paris à la hauteur des Halles à peu près, ou du centre Georges Pompidou, tel que Le Corbusier l'imaginait à ce moment-là. Une dizaine, 26, 30, non, oui, une dizaine d'années plus tard, en fait, le nombre des immeubles dans le plan voisin est réduit. Il n'y en a plus que 4. C'est des immeubles beaucoup plus monumentaux, mais le grand tracé des avenues reste le même. Et c'est le dernier, disons, des plans voisins. Il devrait d'ailleurs plus s'appeler plan voisin, je pense, mais c'est le dernier grand plan de restructuration dessiné, je crois, en 37. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à mener mes réflexions. Une autre partie, en fait, ça fait pas totalement partie du plan voisin, mais le tracé de l'avenue incite à penser que ça en fait quand même partie. C'est une hypothèse de restructuration de l'îlot numéro 6 ou 9, ou 8 ou 7. En fait, j'ai complètement oublié le numéro de l'îlot en question. 6. C'est un îlot insalubre, et Le Corbusier propose de construire sur cet îlot insalubre un ensemble de cités radieuses avec en soulignant, en fait, je crois que c'est dans les c'est dans quoi ? C'est dans les 4 routes, ou bon, enfin, je sais plus dans quel livre. Il souligne avec beaucoup d'insistance dans la description qu'il fait de cet îlot, en fait, l'idée de pouvoir déloger peu d'habitants de la zone en question, en fait,
pour construire l'immeuble et ensuite de vider le quartier de ses habitants dans l'immeuble. C'est-à-dire en réalité d'arriver à faire un chantier dans le centre de Paris sans délocaliser les habitants et de faire en sorte que les Parisiens restent à Paris et qu'on construise dans Paris des cités radieuses et des immeubles assez hauts, les pieds sur des pilotis, dans des parcs avec les services sociaux. C'était cette idée qui accompagne toutes les années 30 d'un monde plus sain, en fait, une vie urbaine plus saine, mais le tout sans déplacement, que je trouvais toujours une idée assez curieuse finalement, parce qu'elle est un peu à contre-pied de ce qu'on pense possible. Mais en gros, le plan voisin, ça s'arrête là, ça s'arrête sur un croquis qui est mal défini, parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose de plus, mais lui s'arrête là. Voilà, il y a 4 avenues, il y a le centre, et puis il y a la zone à préserver qui est en gris, et puis en réalité, lui, il suit les grandes avenues à partir de là. Donc il va de Brest à Moscou, et il organise la campagne, il organise toute l'Europe, et il laisse un peu tomber Paris. Et j'ai pensé que ça serait intéressant de reprendre le travail là où il le laisse. Enfin, c'est précisément sur ce croquis-là, mais donc de dessiner un plan de Paris aussi fidèle que possible, bon, mais avec des moyens assez rudimentaires. Donc j'ai simplement décalqué sur un plan de la ville aujourd'hui et redessiné Paris, le comparer avec le croquis de Le Corbusier et de dessiner dans un premier temps le centre que Le Corbusier avait pensé et placé. Ensuite les zones à préserver, et puisqu'il parle régulièrement dans ses écrits de préserver les monuments, j'ai donc à partir des documents de Lapure replacé en fait les monuments que Lapure inventorie à préserver aussi. Donc je les ai disposés comme ça, et ensuite à partir de la restructuration de l'îlot numéro 6, prolonger ces cités en redans, donc avec l'idée que finalement cet immeuble en redans de l'îlot numéro 6, c'est quand même une transposition de la ville de 3 millions d'habitants. Donc prolonger ça, comme ça au mieux des possibilités, en dessinant les immeubles, en imaginant qu'il y a quand même du relief, donc il faut faire pivoter parfois pour pas prendre les côtes plein but. Il y a aussi en dessinant quelques cités radieuses, du type de celles qui ont été construites finalement à Marseille, Berlin, etc. En me doutant que l'ensemble des éléments des immeubles préservés n'allait pas suffire à accueillir en fait toute l'activité administrative tertiaire et nécessaire à une ville. J'ai donc parsemé aussi l'espace restant de petits immeubles, bon, si on s'approche du plan, assez typiques de la période moderne, des écoles, des centres culturels, des halles, tout un tas de petites choses comme ça. Et enfin, le tracé des voies que Le Corbusier décrit, ces voies surélevées qui laissent le sol totalement libre de la circulation automobile, qui se croisent à angle droit tous les 400 mètres probablement. J'ai oublié la distance réelle, et qui se croisent à angle droit. Bon, j'ai commencé à penser aussi qu'effectivement, si on le prend un peu au sérieux, il y avait peu de chances pour que les voies montent comme elles montent de manière très directe sur le relief à San Francisco ou dans d'autres villes, et que très probablement la grille devrait pivoter. Je me suis inspiré pour dessiner ces pivotements du plan que Le Corbusier avait fait pour la restructuration de Paliège Anvers, pour le plan d'Anvers. Il a ce type de pivot. J'avais toujours comme ça, c'est un peu pas cette inquiétude, mais cette idée qu'il fallait que je pioche ailleurs dans des solutions qu'il avait pour rester, qu'il avait développées pour d'autres sites, pour tenter de rester au plus proche en fait de quelque chose de possible, de quelque chose qui prolonge effectivement son travail et qui le réinterprète le moins possible. J'imagine bien que la réinterprétation est inévitable, mais que finalement je sois aussi peu habité que possible par ce projet-là, et que je laisse d'une certaine manière l'esprit un peu délirant de Le Corbusier le construire pour moi. Il m'a semblé que même si on s'y jetait, même si on le prenait très au sérieux, on n'arriverait jamais à bout d'un tel projet. Et que dans le cas où on n'arriverait pas à bout, il y aurait des espaces qui ne seraient pas totalement transformés. Et que donc forcément, les espaces les mieux construits, mais aussi habités par les personnes les plus proches du pouvoir, seraient les mieux préservés. Donc le 16e, le 15e, etc., n'auraient pas été touchés par le plan voisin. Les quartiers les premiers touchés étant les quartiers populaires, les quartiers habités par les gens les plus éloignés du pouvoir, qui est une chose qu'on comprend tous. Donc on a une réalisation complète et en même temps incomplète qui me paraissait probablement plus juste
Donc voilà la zone impactée par le plan et la manière dont le plan s'insère et se reconnecte en fait à la ville. Donc avec les immeubles en redans, on a le parc, donc le parc qui occupe le pied de la ville. Et je pense qu'on est à peu près au bout du programme, quoi, à partir des grandes avenues et de cet îlot numéro 6. Mais on est aussi dans une sorte d'inversion complète, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait en banlieue, on l'aurait fait dans le centre. Et cette inversion suppose, enfin assez naturellement, que tout ce qui s'est fait dans le centre, ce serait fait en périphérie du centre. C'est-à-dire que la transformation des immeubles haussmanniens en commerce, en immeubles d'assurance, en banque, etc., aurait été finalement non pas une transformation, mais une construction dans une zone périphérique, la zone la plus proche possible, évidemment, et cette zone-là est le périphérique. Et donc, si le plan voisin s'était fait, il y a tout à... Enfin, une des hypothèses possibles est qu'autour du périphérique, ou pas autour, mais en même temps que le périphérique, se serait construit une sorte de centre-ville, une ville qui se construit dans le même temps que d'autres villes du XXe siècle, et donc forcément lui ressemble un peu, c'est-à-dire que le centre de Paris serait un anneau autoroutier entourant une sorte de banlieue résidentielle très calme, peut-être avec un calme un peu oppressant, et on aurait là la plupart des signes de l'activité qui occupent aujourd'hui le centre de la ville. Il me restait en fait plus qu'à dessiner ce centre-ville d'une certaine manière en reproduisant quartier après quartier, le 6e arrondissement, le quartier de... comment ça s'appelle, les Champs-Élysées ou les grands boulevards, les Galeries Lafayette, le Louvre, etc. Donc en inventoriant les marques, simplement en me promenant dans Paris, en photographiant les bâtiments, en relevant de ces bâtiments les devantures, mais qui sont finalement les signes qui nous orientent aussi dans la ville. C'est-à-dire que on reconnaît peut-être plus facilement l'endroit où il faut tourner à la devanture du commerce qu'à la qualité architecturale de la façade. Donc en prenant ces repères-là et en les disposant sur des immeubles quelconques, enfin des immeubles pareils, transposés de l'histoire de l'architecture récente, sur des photographies du périphérique de Paris. Donc ceux qui l'empruntent régulièrement, cette avenue, peuvent le reconnaître parfois et se situer un peu. Et ceux qui marchent régulièrement dans Paris reconnaître également les quartiers. Et on a finalement une ville qui est à la fois... commune, il me semble-t-il, enfin, c'est ce qui en tout cas m'intéressait dans ces images, c'est le degré avec lequel à la fois on la reconnaît, elle est familière et peut-être un peu étrange à certains moments. Donc là, voilà la place Vendôme de nuit, de jour, enfin plusieurs places Vendôme de suite. Le quartier du 13e avec l'apparition des galeries d'art, les commerces bio qui sont liés à la fréquentation étudiante et puis le quartier vietnamien. Ici c'est l'hôtel de ville, un peu, avec il y a le BHV, les théâtres, voilà, et puis une dernière vue des Champs-Élysées qui va clore cette présentation de cette partie-là de mon travail. Merci Alain. On a un nouvel aperçu de ta plongée dans l'histoire de l'architecture, donc c'est tout à fait... fascinant. Et c'est effectivement comme ça qu'on s'est rencontrés à propos des Case Study House et de Plugging City. Moi, j'avais un peu regardé cette manière de faire qui consiste à prolonger quelque chose qui a déjà été tenté, qui a été esquissé par quelqu'un, sur le mode de l'utopie, c'est-à-dire sur le mode de la fiction. Ça m'avait intéressé de voir qu'il y avait une vieille tradition du XIIe et XIIIe siècle qui appelait ça la continuation, et qui a donné une foule de suites au roman de la Rose ou à Chrétien de Troyes, de gens, de fin du roman de la Rose de Chrétien de Troyes, c'est-à-dire des manières de pousser les choses comme ça jusqu'au point où peut-être elles auraient pu aller. La chose cependant qui est assez différente là, c'est qu'on a affaire à un territoire réel, territoire de Paris, et il ressort des conversations qu'on peut avoir, et puis de ta grande attention à ce type de projet, il ressort que le territoire qui t'intéresse quand même le plus, c'est le territoire en tant qu'il change. On a la figure du chantier, la figure du projet, la figure de la construction dont on ne sait pas si elle est en train de se faire ou de se défaire, et puis on a même la construction fictionnelle, effectivement, qui subsiste quand même dans les projets de Plugging City ou du plan voisin, parce que c'est quand même un comme si, et si on faisait
faisait ça, qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc cette histoire qui me semble assez primordiale et assez... je t'ai souvent entendu dire que la ville devait changer et que la ville ne pouvait pas se reproduire sur elle-même, hein, qui fait que même les monuments qui sont les points fixes, et en particulier les points fixes historiques, doivent se perler d'Adgeco. J'aimerais bien comprendre cette obsession pour l'évolution du territoire. Est-ce que c'est une manière de montrer que c'est ce que tu souhaites, ou est-ce que c'est juste l'idée que tu te fais du territoire comme d'un élément en changement permanent, quitte à l'accentuer un petit peu naturellement, ce que tout le monde peut voir? Oui, je sais. Non, je crois que c'est plutôt lié à une sorte d'indifférence, d'une certaine manière. C'est ce qui m'étonne toujours avec le paysage, mais même avec une ville ou avec n'importe quel endroit dans lequel je me trouve, c'est que c'est toujours bien. En fait, quoi qu'il arrive, quoi qu'on voit, c'est toujours bien. Du coup, il y a pas de l'idée de conserver quelque chose parce que c'est vraiment bien me semble un peu absurde, parce qu'en réalité, la phase de destruction de cet objet-là est aussi quelque chose d'intéressant à observer. La construction d'autres choses est intéressante à observer. C'est qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. En réalité, c'est plutôt ça. C'est l'idée que tous les États du paysage sont également intéressants et captivants. Et que du coup, il n'y a rien qui soit vraiment à conserver, absolument à conserver, en fait. Donc je m'en amuse aussi parfois, mais c'est une conviction, et je m'en amuse aussi parfois, effectivement, en forçant, pas en forçant, mais en soulignant que certains bâtiments ou certains États ou certains sites dont on pense qu'ils devraient vraiment être à préserver ne le sont pas forcément, en fait, qu'il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas être touché. Mais c'est aussi parce que, dans mon expérience propre, il n'y a pas je connais pas d'endroit qui m'ait été véritablement hostile. Je veux dire, par exemple, quand pour Glooscap, dans les années 80 et 90, j'ai photographié Détroit et Chicago, qui sont les deux villes qui servent d'image à la fin de la période glorieuse de Glooscap. Dans ces villes du 19e partiellement ruinées, il y a une atmosphère qui est véritablement enthousiasmante, en fait. Je dis pas, enfin, j'ai pas l'idée de dire que c'est un modèle, c'est-à-dire qu'il faudrait le reproduire ou que c'est un objectif à atteindre ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas non plus quelque chose qu'on doit forcément éviter, en fait. Je veux dire, c'est un des états du paysage possible, et cet état-là me semble intéressant aussi. Non, ça répond un peu. Donc c'est plutôt l'indifférence qui me. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, tout en m'intéressant beaucoup au paysage et à l'architecture, je me faisais cette réflexion en regardant les panneaux là de l'exposition dans le hall d'entrée. En fait, je suis toujours un peu surpris que les architectes aient des idées. Enfin, qui disaient, putain, il y a un terrain, puis tac, ils ont une idée à mettre là. Moi, j'ai aucune idée à mettre là, parce que le terrain, il est très bien comme il est, en fait. Et ce qu'il y avait avant est bien, et ce qu'il y aura après est tout aussi bien, mais d'une certaine manière, je me sens pas tellement concerné par ça. Et c'est en regardant cette exposition, mais là, il y a pas longtemps que j'ai compris pourquoi, en fait, j'avais jamais suivi d'études d'architecture ou quoi. J'ai jamais tenté d'être architecte ou paysagiste ou urbanisme ou rien du tout, parce qu'en réalité, ça me concerne pas. Je suis pas dans ce temps-là du paysage. Je projette pas de. Il faut quand même avoir l'idée d'une solution ou de quelque chose qui serait mieux. Pour moi, c'est jamais mieux. C'est toujours pareil, d'une certaine manière. Mais toutes ces utopies, c'est quand même la prévision d'un monde possible. De même que le plan de Burnham de Glooscap, de même que... Alors, ça n'est pas toi qui l'a fait, ce plan d'un monde possible, c'est vrai. Il est possible, mais par exemple, une des choses qui m'intéresse, enfin qui m'intéressait avec mon travail sur le plan voisin, en fait, c'était d'arriver en toute logique à un système dans lequel la pensée normative et de Le Corbusier arrivait finalement à rien d'autre que exactement la même chose que tous les autres.
Donc, qu'en réalité, enfin, cette idée assez autoritaire des architectes de cette période, quoi, qui est à très grande échelle, on a des solutions et on va les mettre en œuvre et ça va tout arranger. Cette idée qu'en réalité, ça n'arrange pas forcément. Qu'en réalité, le problème est probablement pas là. Jean-François, sur ces questions en même temps, cette indifférence, c'est aussi le moyen de renvoyer dos à dos des postures un peu extrêmes qu'on a connues dans l'histoire de l'architecture et de la ville au XXe siècle. Historicisme d'un côté, avec un conservatisme, on ne touche pas au patrimoine, et de l'autre, la table rase. Donc, indifférence, c'est aussi... Non, je peux tour à tour défendre les deux positions parce qu'elles me semblent toutes les deux parfaites. J'ai vraiment pas d'opinion sur la question en réalité. Ça me concerne pas en fait cette chose-là. Je vis ces choses-là avec intérêt, avec passion, mais à vélo, en voiture, en marchant, dans le train, etc. En les observant d'un peu loin finalement, plutôt comme quelqu'un au cinéma. Je veux dire, quand on est au cinéma, on se lève pas pour empêcher que le film se déroule parce qu'on le trouve vraiment trop injuste. Et pour moi, la relation à l'architecture est un peu la même, en fait. Je vais pas me lever pour dire non, c'est trop injuste. Je laisse le film se dérouler, il est toujours bien. Alors, ça peut surprendre de savoir que Alain Bublex, par rapport à ses propos, est quelqu'un qui en fait fait fréquemment du consulting pour des municipalités, des gens qui lui demandent des choses, et qui sont très intéressés par ses idées. Donc j'imagine que là, à un moment, il est obligé de sortir de cette attitude d'indifférence complète, sauf à dire, mais tout va très bien chez vous. Donc comment se passe le rapport avec la personne? Et c'est arrivé plus d'une fois, donc je ne sais plus, on pourrait faire le compte, mais il y a eu Tours, il y a eu Lyon, c'était autre chose, il y a eu l'OPPP, si je ne m'abuse. À Tours, oui. Et à Lyon, il y avait des projets aussi. Donc comment se passe dans ces cas-là le rapport avec quelqu'un qui voudrait avoir ton avis d'artiste ou ton conseil, qui te sollicite pour ça? D'une certaine manière, ils l'ont. Mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé le moyen d'échapper en fait à un conseil du type on devrait faire ça. L'exemple, par exemple, enfin un exemple qu'on peut prendre, ça va imager en milieu rural, une association m'avait demandé de réfléchir à la création d'un centre d'art contemporain dans un village. Il y avait à proximité du village une sorte de ferme ancienne. Qui apparemment, qui était semi-ruinée, qui était une ferme abandonnée au centre d'un grand terrain, d'un grand champ de blé, et apparemment elle datait de l'époque romaine ou quelque chose dans ce genre-là. Bon, il voulait faire là, je sais plus comment il l'avait intitulé, mais un truc qui avait un rapport avec l'art, l'utopie et la ruralité. Et donc il m'avait demandé à moi de penser à ça, et je pense qu'ils attendaient effectivement que je leur fasse un truc avec des containers et des trucs comme ça, où il y aurait des artistes qui viendraient en résidence et tout. Et je leur ai proposé, enfin ce qui s'est fait finalement, j'aurais proposé de faire une série de photographies du site dans son ensemble, de les éditer en cartes postales, d'imprimer au dos de ces cartes postales des plans de ce site-là, et d'indiquer aussi les conditions des prises de vue, de sorte que ces photographies puissent être refaites régulièrement. Comme les séquences photographiques en fait qui émaillent toute qui émaille tout le 19e siècle en fait et la reconstruction ou plutôt la construction parce que je suis pas sûr qui était faite avant d'un discours sur le paysage ou en tout cas d'une compréhension sur le paysage et son avenir. Donc les grandes séquences photographiques organisées par l'État français dans le 19e, puis retrouvées à partir de la Datar, etc. Mais de reproduire ça sur des cartes postales et de laisser ces cartes postales en fait se vendre dans la boulangerie et dans le bureau de tabac du village, de sorte que cette mémoire de cet état-là du paysage existe, mais qu'elle ouvre aussi la possibilité de continuation photographique. Et j'ai par ailleurs fait plusieurs interventions dans l'école primaire et dans l'école maternelle du village, de sorte qu'avec les élèves,
donc les futurs adultes de ce village-là. On entame ces séquences photographiques en se promenant dans les champs et donc en repérant sur les photos les sites des prises de vue et en commençant à reprendre des photos. Et donc finalement, c'était ça ma proposition qui répondait à leurs questions. Donc c'est un peu effectivement un pas de côté d'une certaine manière, mais c'est aussi l'effectuation de mon travail, ou en tout cas l'effectuation de mon travail sur ce terrain-là. C'est-à-dire, c'est pas de construire quelque chose, mais c'est peut-être simplement de construire un regard ou une attention particulière au paysage. Mais pas dans l'espoir qu'il se transforme, simplement dans l'espoir de pouvoir continuer à le regarder avec intelligence, c'est-à-dire avec ce qui fabrique d'une certaine manière notre regard, c'est la conscience de ce qui a été pensé et fabriqué avant notre propre regard. Je suis, moi, intéressé, par exemple, dans un paysage, quand le souvenir qu'il m'évoque d'une œuvre antérieure, donc du travail de quelqu'un d'autre, en fait, renchérit ce que je vois. C'est le moment où pour moi, le paysage est le plus intéressant, c'est quand il ressemble à quelque chose que je connais déjà. Et donc je me sens une sorte de familiarité avec lui, mais je sens aussi une familiarité de l'œuvre de l'artiste avec ce que je suis en train de voir. Et d'une certaine manière, il y a là un ensemble qui est plus important que ce qu'on voit précisément et qui me satisfait pleinement. Eh bien, je crois que peut-être on peut regarder la dernière, la dernière séquence, parce que ce que Alain dit nous amène de manière assez naturelle à un travail qu'il a fait autour de l'épisode du Grand Paris, j'appellerais ça comme ça, qui va nous montrer maintenant. Hop. Donc c'est un travail que j'ai entamé au moment de la consultation du Grand Paris. En fait, il y avait un magazine d'architecture qui s'appelait, parce il existe pas un magazine d'architecture, d'art contemporain, pardon, qui s'appelait Art 21 et qui m'avait demandé, supposant mon intérêt pour l'architecture et pour l'urbanisme en général, m'avait demandé d'écrire une chronique sur d'écrire quelque chose, en fait, une critique, une chronique ou quelque chose comme ça sur la consultation. Et j'avais donc été amené de ce fait-là à m'y intéresser, disons, avec plus précisément. Et en parcourant l'exposition, en lisant le catalogue, etc., j'ai réalisé que si moi j'avais aucune idée de ce qu'était précisément le Grand Paris, parce que je n'en connais en fait je n'en connaissais que le centre, mais il semblait que la plupart des équipes qui répondaient à cette consultation-là n'avaient finalement pas une idée beaucoup plus précise que moi. Tout le monde suppose énormément de choses, on a chacun des amis qui habitent quelque part et qui peuvent vous ramener comme ça quelques éléments, mais que finalement l'expérience de cette ville dans son ensemble était finalement assez méconnue, en tout cas aussi méconnue pour les autres que pour moi-même. Mais ça a surtout éveillé ma curiosité, parce que depuis que j'habite ou depuis que je parcours Paris, je suis toujours à la fois amusé et intéressé avec le nom des stations du RER en grande banlieue, qui sont souvent des noms assez poétiques, qui font penser à des villages ou des choses comme ça. J'avais toujours une sorte de curiosité, de réserve pour voir à quoi ça ressemblait en fait, Varennes-Chennevières ou je sais pas, au Grand-Bourg ou des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est finalement Suzy Bonneuil ou à quoi ça ressemble véritablement. Et un jour, j'étais invité à une biennale de photographie à Séoul. Et en me déplaçant dans Séoul, donc à Séoul, je me déplaçais qu'en RER, qu'en métro, pardon. Chaque fois que je sortais du métro, je trouvais les abords de la station vraiment incroyables. C'est-à-dire que toujours c'était photogénique, intéressant, etc. Et quoi qu'il arrive, quelle que soit la station de laquelle j'émerge, c'était toujours un égal émerveillement. Et j'avais résolu en fait de visiter intégralement Séoul en prenant le métro et en sortant à toutes les stations. Ce que bien sûr, j'ai pas eu le temps de faire en une semaine, même pas de commencer. En fait, en réalité, j'ai juste à peine eu le temps d'y penser. Mais en rentrant à Paris, j'ai commencé à imaginer que c'était peut-être la solution pour moi en regard du Grand Paris, qui était d'emprunter le RER, effectivement, et de descendre dans chacune des stations et de photographier, enfin d'observer, d'arpenter le quartier qui est autour de chacune des stations.
En fait, l'idée, ça répond peut-être à une des questions à laquelle j'ai pas répondu tout à fait au départ sur la photographie. Photographie, en réalité, elle est en matière photographique, il m'a toujours semblé que les images étaient une conséquence assez lointaine de ce qui m'intéressait véritablement. En fait, l'usage de l'appareil photographique est simplement un accentuateur du regard, d'une certaine manière. Dès lors qu'on sort un appareil photographique, que ce soit pour photographier une soirée entre amis, un repas de famille ou un paysage, en fait, on commence à accentuer son regard, à être plus attentif à ce qu'on est en train de voir, parce que justement on pense qu'on va devoir le fixer d'une certaine manière. Et sortir un appareil photographique, c'est commencer à regarder plus attentivement ce qui nous entoure. Et donc là, l'idée de faire cette campagne photographique de Paris avec le RER, c'était aussi cette idée-là, c'était de regarder un peu plus attentivement, ou en tout cas se donner un objectif aussi pour le faire. Donc je voulais que chacun des espaces ait un degré d'égalité aussi. Donc j'ai résolu de parcourir les quartiers autour des stations en prenant comme intervalle de temps l'intervalle qui sépare les RER de chacune des stations terminales. Donc il y a un RER qui part de chaque station toutes les demi-heures. Et donc je me suis donné une demi-heure dans chaque station pour parcourir le quartier qui entoure la station. L'autre avantage aussi pour moi de travailler avec le RER, c'était que dès le départ, il y avait une sorte de clarification des limites de cet inventaire photographique, en fait, parce que la photographie est jamais très claire avec ses propres limites. En réalité, on a l'impression que la photographie vaut pour ce qu'elle montre, mais elle vaut tout autant pour ce qu'elle ne montre pas, d'une certaine manière. Chaque photographie vaut autant pour l'ensemble des éléments qui sont assemblés dans son cadre et qui fabriquent du sens, que pour l'ensemble des éléments que le photographe a évité d'assembler dans le cadre. La photographie d'un paysage naturel vaut autant pour la nature sauvage qu'elle représente que pour le poteau télégraphique qui n'est pas dans le cadre, ou pour les pieds du photographe qui n'y sont pas non plus, et évidemment la route qu'il a amenée là, etc., etc. Donc à chaque fois, chaque photographie vaut pour ce qui a été retiré du cadre. Et donc avec le RER, en fait, et avec les stations de RER, on comprend dès le départ que la limite, c'est le RER lui-même, et que les paysages enjambés par le RER, le paysage dans lequel le RER ne s'arrête pas, est forcément oublié, est forcément omis dans cette représentation. Donc il y avait à la fois une idée d'inventaire général, parce que j'étais d'une certaine manière assuré d'aller partout, d'aller n'importe où, d'aller surtout dans des endroits qu'on m'aurait pas conseillé. C'est-à-dire aucun de ces quartiers n'est véritablement exemplaire. En fait, aucun ne retient particulièrement l'attention, et aucun n'est caractéristique de quoi que ce soit. Et tous, en même temps, donnent un bout de ce qu'est Paris. Il y a aussi l'idée que une ville de cette taille, ou d'ailleurs n'importe quelle ville, ou peut-être même n'importe quel objet, est tellement complexe, enfin suppose tellement de trames qu'on ne peut l'embrasser en une seule fois, en fait, qu'on ne peut le représenter en une seule fois, mais qu'on peut par contre observer des détails un peu insignifiants, des détails quelconques, des détails qui tombent sous la main au premier regard, et en s'attardant sur ces détails-là, avoir malgré tout une idée du tout dans chacun des détails, et que l'accumulation de l'ensemble peut aussi donner une idée de ce qu'est cet ensemble. J'ai résolu pour la première, l'unique exposition dans laquelle j'ai montré ce travail, en fait, de ne retenir qu'une seule des images de chacune des stations. En réalité, j'en ai pris entre 10 et 20, peut-être 30. Au total, il y a 4 à 5 000 clichés, quelque chose comme ça, pris dans une unité de temps. J'ai fait ça sur un mois et demi, en mai-juin. Je voulais que... Je voulais éviter le caractère forcément un peu mais qui habitait déjà mon travail photographique suffisamment, le caractère un peu mélancolique de l'automne ou de novembre, ou des paysages d'hiver, qui ont l'avantage en fait de libérer l'architecture du feuillage malgré tout. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut photographier des maisons, il vaut mieux photographier l'hiver, on les voit un peu mieux que l'été. Mais qui me semblait dans ce cas-là trop collé à un attendu de la banlieue, qui était la banlieue, c'est forcément un paysage un peu en déliquescence, ou un paysage d'ennui. Et aussi, donc je voulais que la nature soit en éveil d'une certaine manière, soit dans cette période de croissance comme ça, et qui est quelque chose de
forcément positif, d'une certaine manière, parce que cet apport du positif sur l'a priori négatif qu'on aurait pu avoir me ramenait une sorte de neutralité, d'équilibre, comme ça. C'est aussi un équilibre que je cherchais dans le regard au niveau des prises de vue. C'est-à-dire, j'ai toujours essayé de ne m'attendre à rien, et d'avoir, ce que je disais un peu tout à l'heure, aucune opinion sur ce que j'allais voir. Et de prendre d'une certaine manière ce qui est en face de moi, presque sans... Pas tout à fait, mais pas loin, parce qu'avec un appareil moyen format, on peut le faire assez facilement, sans cadrer véritablement, c'est-à-dire sans pointer véritablement, mais simplement en dirigeant l'appareil face à moi et en attrapant comme ça les choses les unes après les autres dans une... autant qu'il est possible de le faire dans une sorte de neutralité. Et quand la neutralité est impossible, en fait, mon idée était de ne pas avoir d'idées sur l'urbanisme, mais des idées sur la photographie. Et de revenir au modèle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est celui de la carte postale. Les cartes postales, notamment les cartes postales de paysage, celles qu'on trouve dans les villages et dans les petites communes qui sont un peu racornies maintenant dans les boulangeries, en fait, ont cette qualité d'être un lieu commun du paysage, c'est-à-dire d'être quelque chose, en fait, de communément beau, de platement, sans opinion un peu, c'est-à-dire que c'est la place du village, un peu comme elle est, qui pourrait attester du souvenir de n'importe qui. Et il y a quelque chose, me semble-t-il, de vraiment valeureux dans le travail du photographe, dans cette absence, comme ça, dans ce retrait absolu. Donc plutôt que d'avoir une idée sur le lieu dans lequel je me trouvais, j'essayais toujours de penser, d'avoir en mémoire ces cartes postales, en fait, et de me comporter, ou enfin d'essayer d'être le photographe des cartes postales, c'est-à-dire d'essayer de faire quelque chose de suffisamment banal pour qu'il puisse être pris et envoyé par quelqu'un pour dire j'ai passé 3 jours ici, je vais bien, à bientôt. Et de ne pas aller au-delà. Mais au départ, le choix s'est fait selon un peu le critère du nom, ce que tu mentionnais tout à l'heure. Le critère du nom. Du nom. Du nom de la gare ou du nom du lieu. Quel critère du nom de la gare, du lieu Tu parlais des gares. C'était une curiosité que j'avais pour ces noms-là. En fait, ouais. depuis 20 ans, je me demandais toujours, parce que je me le demande plus, mais je me demandais toujours à quoi ressemblait, je sais pas, Pontoise ou n'importe laquelle des stations, quoi. Igny, c'est à quoi ça ressemble. Et j'étais assez content. Du coup, après, qu'est-ce qui se passe quand une fois que la... Rien. Il a fait toutes les gares. Au nom, il a fait au nom, il y a que voulez-vous qu'il se passe? Absolument rien. Juste, j'étais simplement satisfait d'avoir une idée, peut-être. Si, il s'est passé quelque chose. En fait, j'étais simplement satisfait d'avoir une idée peut-être plus juste, plus imagée, pas plus juste, mais plus imagée, d'avoir plus d'images de Paris que j'en avais avant, et de pas être continuellement ce rat de laboratoire qui tourne dans le labyrinthe des rues du centre, en fait, en ayant vaguement conscience qu'il y a quelque chose d'autre à voir, mais sans vraiment le percevoir. D'autant que dans Paris, je me suis principalement déplacé depuis toujours, d'ailleurs, en train et en transport en commun, ce qui fait que les abords par la voiture, qui permettraient peut-être d'avoir une vision plus fine de ce qu'est la banlieue, m'étaient d'une certaine manière interdits. En fait, j'arrive en TGV, donc je traverse la banlieue de loin, et je l'avais jamais traversée autrement. Alors, il y a effectivement deux conséquences, en fait. Paris m'est apparu plus grand et plus homogène que ce que j'imaginais avant, en fait, plutôt une seule ville qu'autre chose. Et plutôt que de m'installer dans le centre, je me suis installé en banlieue, qui était une conséquence comme une autre, en fait, mais pas très importante. Bien, il nous reste finalement relativement peu de temps, donc est-ce que nous serions très contents que le public puisse participer et poser des questions à Alain ou des observations, des remarques sur son attitude d'indifférence qui est toujours perturbante, en tout cas pour moi. Oui, bonjour. En fait, j'ai vraiment trouvé très intéressant votre projet, et même notamment par rapport à ce que vous avez fait par rapport aux structures pour les ouvriers. Ça m'a fait notamment penser à Yona Friedman, le concept de l'architecture mobile, justement laisser tout ce qui est implanté et repartir sur une autre structure, un peu comme une ville spatiale avec des ponts, etc. Et par rapport à ce projet-là, en fait, ça caractérise aussi votre côté un peu, je pense, humaniste. C'est-à-dire que vous vous intéressez aussi à tout le monde, pas en tant que, à Paris, concentré sur la ville de Paris, les gares de Paris, mais vraiment se concentrer sur les villes en dehors, limite.
Est-ce que vous pensez que ça va aboutir à un projet, ces photos? Parce que vous avez fait des photos sur Paris, de la ville, la Tour Eiffel, etc. Ça aboutit à des projets, à des dessins. Est-ce que ici, les photos vont aboutir à quelque chose ou c'est quelque chose parce que voilà, enfin, c'est resté par curiosité Alors, quand j'ai commencé à travailler sur cet ensemble-là, en fait, je l'ai intitulé dès le départ un projet en chantier pour insister volontairement sur le caractère de ce travail-là qui allait être de rester à l'état de projet et d'être toujours en chantier. C'est-à-dire de mon fait de ne jamais aller vers une construction. Et la question de Luc tout à l'heure et la manière dont j'y ai répondu quand on me l'a d'une certaine manière proposé, et cet évitement que j'ai fait est vraiment quelque chose qui était pour moi programmatique, c'est-à-dire que j'allais pas le faire de toute façon. Je pense que notre Plugging City, c'est malgré tout fait en partie un peu malgré moi. C'est-à-dire que ça s'est fait entre 98 et aujourd'hui, les containers et les bungalows de chantier sont plus utilisés qu'ils ne l'étaient. L'idée de construire pour une durée moindre ou de construire dans des zones dans les zones dans lesquelles la temporalité est un peu plus accélérée, de manière moins définitive, en pensant qu'on va le détruire, est plus acquise qu'elle ne l'avait été dans la période précédente. Que dans ce sens-là, ce travail-là a participé d'une certaine manière à un mouvement général de l'architecture en peut-être donnant des images, en le nourrissant, donc que malgré moi, d'une certaine manière, j'ai été là dans une sorte de courant, d'élan qui a permis à ces choses de se faire aussi, parce que ces images-là existaient et qu'elles avaient un côté dédramatisante parce qu'elles sont amusantes en fait, et que le fait qu'elles soient amusantes permet de le faire. Mais le fait aussi qu'elles soient très extravagantes à certains moments permet aussi de faire des réalisations plus simplement. C'est-à-dire quand vous pensez que vous pouvez coiffer, enfin, ou quand vous pensez que quelqu'un a pensé coiffer un immeuble du quai de Seine avec cette espèce d'énorme machin rouge, quand on pense construire une cité universitaire à base de 3 containers, ça paraît finalement assez raisonnable. On a échappé au pire, qui était mon image à moi. Donc ça l'a rendu possible. Ça a aussi rendu possible autre chose, et par le plus grand des hasards, et c'est peut-être aussi une réponse à ce que Luc disait tout à l'heure, assez tôt, j'ai rencontré par une rencontre organisée par un prospectiviste qui anime une association qui s'appelle Transit, qui s'appelle... son nom ne me revient pas dans le... Bon, enfin bon, bref. Une rencontre qui avait été organisée. Je présentais mon travail quand Bertrand Queneau, le PDG d'Algeco, présentait le sien. Donc simultanément, un peu comme aujourd'hui, mais l'un après l'autre. Lui présentait Algeco et moi ensuite, je présentais Plugging City. Et c'était au début des années 2000, juste après que je l'ai commencé. Et donc lui avait présenté son entreprise en fait en s'excusant un peu de fabriquer les Algeco, en disant oui, bon, d'accord, c'est quelque chose de pas terrible, c'est mal, c'est sonore, c'est provisoire, c'est des préfabriqués, et les préfabriqués ont mauvaise école, mais on arrive à les cacher aujourd'hui, nous explique-t-il. Donc on arrive à faire des bâtiments qui sont conçus comme ça, mais ça se voit pas. Il était assez content que ça se voit pas du tout. Et tout de suite après, j'arrive, moi, en mettant partout et en étant super content que ça se voit au contraire. Et ça a été comme un éclairage pour lui, c'est-à-dire qu'en fait on pouvait aimer ce qu'il n'aimait plus à force d'en avoir entendu des critiques. Et il m'a proposé d'utiliser mes images d'abord dans de la communication interne et ensuite dans de la communication externe.